Israël peut bien tenter de censurer chaque vidéo montrant des missiles s'abattant sur ces villes, mais voici ce qu'ils ne veulent surtout pas que tu vois. Dans la nuit du 21 juin 2025, l'Iran a lâché quelque chose qui a tout bouleversé. Au moins 61 immeubles se sont effondrés en une seule soirée, plus de 3000 civils ont été blessés, et ce n'étaient pas des frappes ordinaires. Le corps des gardiens de la révolution islamique venait de déployer des missiles balistiques de précision que le fameux dôme de fer israélien n'a tout simplement pas pu arrêter. Mais le moment le plus choquant ? Benjamin Netanyahou a été pris en direct à la télévision, le teint blême tandis que les explosions grondaient derrière lui, l'homme qui avait promis une sécurité absolue tremblant désormais devant la guerre qu'il avait lui-même déclenchée. Le 21 juin 2025 avait commencé comme n'importe quel soir à Tel Aviv, jusqu'à ce que le ciel s'illumine d'un spectacle que personne n'avait jamais vu. Pas les interceptions habituelles auxquelles il s'était accoutumé, mais de véritables impacts. De vraies explosions, du genre à faire vibrer les bâtiments jusqu'à leur fondation et à faire tomber des éclats de verre comme une pluie mortelle de confettis. En quelques minutes, l'impossible se produisait sous leurs yeux. Les missiles iraniens perçaient, les uns après les autres, transformant la ville la plus protégée d'Israël en zone de guerre. Cette nuit-là, les sirènes n'étaient plus de simples avertissements, elles hurlaient l'échec catastrophique d'un système à bout de souffle. Ce qui a rendu cette nuit différente, ce n'est pas seulement l'ampleur de la destruction déjà sidérante en soi. C'est d'avoir vu le dôme de fer, ce bouclier à $1 milliard censé les protéger, s'effondrer spectaculairement. Des citoyens, figés d'incrédulité, ont regardé les missiles fendre les airs devant des intercepteurs impuissants, comme s'ils n'existaient pas. Certains ont dégainé leur téléphone pour filmer ce que leur gouvernement tenterait plus tard de nier. D'autres ont couru vers des abris dont ils n'avaient jamais imaginé avoir réellement besoin. Les plus chanceux sont descendus sous terre avant les premières déflagrations. Les autres sont devenus des statistiques dans une tragédie entièrement évitable. À l'aube, Tel Aviv ne ressemblait plus à la même ville. 61 immeubles avaient été réduits en gravats ou endommagés au-delà de toute réparation. Des rues qui grouillaient de vie 12 heures plus tôt étaient maintenant tapissées de débris et de voitures abandonnées. Les chiffres, à eux seuls, racontaient une histoire terrifiante, mais ils ne pouvaient pas traduire le coût humain, 3000 blessés en une seule nuit. Des hôpitaux submergés. Du personnel médical travaillant sans sommeil, triant les victimes dans les couloirs faute de place. Et, à travers tout cela, une question résonnait dans chaque esprit. Comment leur défense réputée impénétrable avait-elle pu devenir aussi inutile ? La réponse allait les secouer encore plus que l'attaque elle-même. Ce n'était ni une technologie iranienne révolutionnaire, ni un coup de chance, c'était le résultat prévisible du pari insensé de leurs propres dirigeants. Netanyahou avait joué avec leur vie, et ils avaient perdu. Mais les citoyens ne le savaient pas encore. Tout ce qu'ils savaient, c'est que tout ce qu'on leur avait dit sur leur sécurité était un mensonge. La forteresse dans laquelle ils pensaient vivre était faite de papier, et quelqu'un venait d'y mettre le feu. 3 semaines avant que les missiles ne s'abattent sur Tel Aviv, Benjamin Netanyahou a pris une décision qui entrait Israël à jamais. Les services de renseignement l'avaient averti. Les conseillers militaires avaient déconseillé l'opération. Même Washington lui avait explicitement demandé de renoncer. Pourtant, Netanyahou, poussé par le désespoir politique et un ego incapable d'accepter un refus, a ordonné la frappe malgré tout. Des chasseurs israéliens ont décollé en pleine nuit, cap sur les installations nucléaires iraniennes. Ce qui aurait dû être une victoire diplomatique, grâce à des pourparlers de paix en cours, s'est transformé en acte de guerre qui allait dévaster son propre peuple. Le timing ne pouvait pas être pire. Des négociateurs iraniens et américains étaient littéralement assis à la même table, réglant les détails d'un accord de paix global. Des années de diplomatie patiente, des heures innombrables de négociations, tout a été réduit à néant en quelques minutes, le temps que les missiles israéliens trouvent leur cible. Les images des installations détruites tournaient en boucle sur les chaînes du Moyen-Orient. Mais ce n'était pas la destruction qui comptait, c'était le message envoyé par Netanyahou, Israël agirait unilatéralement, sans se soucier du droit international ni des préoccupations de ses alliés, et, plus dangereusement encore, se croyait intouchable. La réponse iranienne a été rapide mais calculée. Ils n'ont pas répliqué immédiatement par la force militaire. Ils se sont d'abord retirés des négociations, ont expulsé les observateurs internationaux et ont commencé à préparer quelque chose qui allait bouleverser l'équilibre régional. Des rapports de renseignement divulgués plus tard ont montré des généraux iraniens étudiant chaque aspect des systèmes de défense israéliens. Ils ne cherchaient pas la vengeance, ils traquaient les vulnérabilités. Et grâce aux années de vantardise israélienne sur les performances du dôme de fer, l'Iran savait exactement à quoi il avait affaire. Chaque interview où des responsables israéliens claironnaient le taux de réussite du système, chaque spécification technique évoquée publiquement, tout est devenu une feuille de route pour le vaincre. Ce que Netanyahou n'a pas compris, c'est qu'il avait offert à l'Iran la justification parfaite pour riposter. La communauté internationale, épuisée par des décennies de conflits au Moyen-Orient, est restée largement passive. Même l'Amérique, alliée la plus proche d'Israël, n'a pu offrir qu'un soutien tiède après avoir été aussi ouvertement mise de côté. Les nations européennes ont publié des communiqués appelant au calme, sans prendre de mesures concrètes. Les États arabes qui s'étaient rapprochés d'Israël sont brusquement redevenus froids. Netanyahou avait isolé sa nation au pire moment possible et ses citoyens paieraient le prix de son orgueil. Les préparatifs à Téhéran ont été méthodiques. Il ne s'agirait pas d'une frappe symbolique où la plupart des missiles seraient interceptés. Ce serait la démonstration que la supériorité défensive d'Israël n'était qu'une illusion.
Les planificateurs militaires iraniens ont identifié les points faibles de la couverture du dôme de fer, étudié les schémas de ses algorithmes d'engagement et surtout se sont préparés à le saturer par le nombre. Ils savaient que chaque système défensif a un seuil de saturation, dépasse-le et même la meilleure technologie devient inutile. Netanyahou leur avait offert l'excuse rêvée pour trouver ce point de rupture. Bayam a été la première à goûter au véritable sentiment de vulnérabilité. Cette ville côtière au sud de Tel Aviv s'était toujours crue en sécurité, protégée par la distance et les systèmes de défense. Cette illusion a volé en éclats à 21h47 quand le premier missile a frappé sans alerte. Aucune interception, aucun sauvetage de dernière seconde, juste l'impact. L'explosion a traversé un immeuble résidentiel, projetant une onde de choc qui a brisé des vitres sur plusieurs pâtés de maisons. Des habitants qui regardaient la télévision ou couchaient leurs enfants se sont soudain retrouvés plongés dans un cauchemar. Le bâtiment ne s'est pas contenté de se fissurer, il s'est replié sur lui-même comme un château de cartes, emprisonnant des familles dans une tombe de béton et de métal tordu. Les secours sont arrivés au milieu d'un chaos absolu. Les sirènes hurlaient tandis que d'autres missiles touchaient leur cible, chaque impact ajoutant à la destruction. Les pompiers tentaient désespérément d'atteindre les survivants alors que les explosions se poursuivaient tout autour. L'un d'eux racontera plus tard avoir couru vers un immeuble en flammes avant d'être projeté en arrière par une nouvelle frappe à quelques mètres. Au matin, les chiffres étaient stupéfiants, 61 immeubles endommagés ou détruits, plus de 200 blessés et 5 morts confirmés, un bilan appelé à grimper à mesure que les équipes fouillaient les décombres. Bayam, jadis symbole de prospérité côtière israélienne, ressemblait désormais à une zone de guerre. L'horreur ne faisait que commencer. À Tamra, ville mixte arabo-juive longtemps citée en exemple de coexistence, la tragédie a frappé avec une précision chirurgicale. Un seul missile a atteint sa cible, une modeste maison familiale où les Khaled se réunissaient pour le dîner. La mère venait d'appeler ses filles à table quand leur monde s'est effondré. 4 vies se sont éteintes en un instant, 2 petites filles qui se disputaient leur devoir quelques minutes plus tôt, leur mère qui remuait la soupe sur le feu, et une tante venue de Haïfa. Les voisins ont trouvé le père serrant ce qu'il restait de sa famille, ses cris perçant la nuit plus fort que n'importe quelle sirène. Tel Aviv elle-même est devenue une toile de destruction. La ville qui ne dort jamais a sombré dans un silence terrifié, seulement brisé par les explosions et le fracas du béton qui s'écroule. Une tour de luxe de 20 étages en plein centre a reçu un impact direct au 15e niveau. L'image est devenue iconique, des flammes jaillissant de la plaie béante tandis que les habitants fuyaient par des cages d'escalier remplies de fumée. Certains n'en sont pas sortis. Les ascenseurs se sont arrêtés automatiquement, piégeant un couple âgé entre 2 niveaux. Leurs corps ne seront retrouvés que 3 jours plus tard. Chaque mort portait une histoire, une famille brisée, des rêves fauchés par des missiles qui n'auraient jamais dû les atteindre. L'attaque sur Rishon-LeZion a suivi, apportant un nouveau degré de précision qui a terrifié les analystes militaires. Les missiles ne tombaient pas au hasard, ils visaient des quartiers et des immeubles spécifiques. Un complexe résidentiel abritant des familles de militaires a été touché avec une telle exactitude que les enquêteurs ont d'abord soupçonné une fuite interne. 2 personnes sont mortes sur le coup et 17 ont été blessées, dont certaines grièvement. Un jeune soldat en permission a été extrait des décombres, les 2 jambes broyées, il avait survécu à 2 tours au Liban pour être mutilé dans son propre salon. Sa femme enceinte regardait depuis l'autre côté de la rue, retenue par la police pendant que les sauveteurs luttaient pour sauver le père de son enfant à naître. Le parallèle était impossible à ignorer, même si les médias israéliens évitaient de le souligner. Des familles fuyaient leur maison avec ce qu'elles pouvaient porter. Des enfants pleuraient dans des abris bondés. Les blessés étaient soignés dans les couloirs d'hôpitaux saturés. C'étaient des scènes qu'Israël regardait depuis des années sur ses écrans, toujours ailleurs, toujours chez d'autres. Gaza, le Liban, la Syrie, des tragédies lointaines, abstraites. À présent, ils les vivaient. Les obus tombaient dans leurs rues, leurs enfants étaient ceux qui n'osaient plus dormir, leurs hôpitaux manquaient de tout. À Ramat Gan, l'ironie est devenue presque insupportable. 9 immeubles ont été déclarés perte totale, des centaines d'autres ont été endommagés. Environ 100 familles ont dû évacuer, se regroupant dans des centres communautaires avec des affaires ramassées à la hâte. Les plus chanceux se sont réfugiés chez des proches. Les autres faisaient face à un futur incertain, leur logement détruit ou trop dangereux. Sarah Levy, enseignante de 34 ans, s'est retrouvée dans un abri avec ses 3 enfants, leur chat et 2 valises. Quelques semaines plus tôt, elle avait publié sur les réseaux sociaux que la propagande palestinienne exagérait leur souffrance. À présent, elle vivait cette réalité, sa propre maison réduite à néant, ses enfants demandant quand ils pourraient revenir dans un endroit qui n'existait plus. Les images de cette nuit-là étaient dévastatrices dans leur familiarité, des civils extirpant des victimes d'immeubles effondrés, des enfants couverts de poussière et de sang, des personnes âgées apeurées et perdues, agrippées aux vestiges de leur vie d'avant. Pourtant, aucun décès n'a frappé les esprits comme celui d'Eve Smilovitz à Petah Tikva. Survivante de la Shoah, elle avait enduré les camps et reconstruit sa vie en Israël. À 92 ans, elle incarnait la résilience, intervenant souvent dans les écoles pour parler de force face à la haine. Mourir sous des missiles iraniens semblait une cruelle ironie cosmique. Elle avait survécu à Hitler pour périr dans une guerre déclenchée par l'arrogance de son propre Premier ministre. Les chiffres continuaient de grimper heure après heure. Bnei Brak a signalé un mort et plusieurs blessés. Beersheva a confirmé 4 tués et 20 blessés. Chaque statistique était une famille brisée, une communauté en deuil.
Pire encore, la conviction se répandait sur les réseaux sociaux et dans les murmures, ce n'était pas une attaque sans provocation ni une haine ancestrale qui se rallumait. C'était la conséquence directe de la décision de Netanyahou de frapper l'Iran en plein pour parler de paix. Leurs dirigeants avaient peint une cible dans leur dos, et ils payaient désormais son pari de leur vie. Les tentatives gouvernementales de contrôler le récit n'ont fait qu'aggraver la crise. Les officiels parlaient de pertes minimes et de dégâts limités tandis que les citoyens publiaient des vidéos de quartiers entiers en ruine. L'écart entre les déclarations officielles et la réalité vécue a créé un gouffre de crédibilité. Comment faire confiance à des dirigeants qui mentaient sur des destructions visibles de tous? Si le gouvernement trompait au sujet d'immeubles écroulés, que cacherait-il d'autre? Le contrat social, déjà fragilisé par des années de tumulte politique, a fini par se rompre sous le poids des missiles et des mensonges officiels. Le blackout médiatique imposé par le gouvernement israélien a commencé quelques heures après les premières frappes, mais il était condamné dès le départ. Les responsables ont tenté de contrôler le récit, publiant des déclarations vagues sur des dégâts limités et des interceptions réussies, tandis que Tel Aviv brûlait derrière eux. Les censeurs militaires ont travaillé jour et nuit pour empêcher images et vidéos d'atteindre les médias internationaux. Les rédactions ont reçu des consignes strictes sur ce qu'elles pouvaient ou non diffuser. L'expression « victime minimale » revenait si souvent qu'elle est devenue une blague noire parmi les citoyens entassés dans les abris. Mais nous n'étions ni en 1967 ni même en 1991. Nous étions en 2025 et tout le monde avait un smartphone. Ce que le gouvernement n'a pas compris, c'est que ses propres citoyens étaient devenus les médias. Tandis que les officiels assuraient que tout était sous contrôle, des milliers d'Israéliens diffusaient la destruction en direct. Twitter, Instagram et TikTok se sont remplis de vidéos montrant, en temps réel, des missiles percutant des immeubles, des familles fuyant leurs maisons et des services d'urgence débordés. Une adolescente de Bayam a filmé l'instant où un missile a frappé la maison voisine, l'explosion illuminant l'écran de son téléphone alors qu'elle hurlait. La vidéo est devenue virale en quelques minutes, visionnée des millions de fois avant que la censure ne réagisse. Chaque partage était une fissure de plus dans le récit officiel. Le décalage entre la réalité et la propagande a atteint un niveau absurde. Lors d'une conférence de presse, un porte-parole de Tsahal a affirmé qu'aucun missile n'avait percé le dôme de fer à Tel Aviv. Pendant qu'il parlait, une compilation circulait en ligne, montrant au moins 12 impacts distincts dans la ville, chacun horodaté et géolocalisé par des citoyens. Les paroles du porte-parole sont devenues un mème, superposées à des images d'immeubles en flammes et d'édifices effondrés. Les jeunes Israéliens, élevés avec les réseaux sociaux et méfiants envers l'autorité, ont transformé les mensonges gouvernementaux en contenu. L'humour noir est devenu leur mécanisme de survie tandis qu'ils documentaient leurs propres catastrophes. Mais la révélation la plus dommageable est venue d'une source inattendue. Une conversation WhatsApp fuitée entre aux responsables gouvernementaux a exposé l'ampleur réelle des pertes. Alors qu'ils clamaient publiquement un nombre de morts à un chiffre, ils discutaient en privé de morgues débordées et d'hôpitaux quémandant des dons de sang. La fuite, attribuée à un collaborateur écœuré, montrait les officiels débattant du temps durant lequel ils pourraient maintenir la supercherie. Un message a particulièrement marqué les esprits. Un conseiller de haut rang écrivait que révéler les véritables chiffres provoquerait une panique incontrôlable et peut-être des émeutes. L'ironie voulait que le mensonge crée plus de panique que la vérité ne l'aurait jamais fait. Les journalistes internationaux, frustrés par la censure israélienne, se sont fiés entièrement aux images citoyennes. CNN, la BBC et Al Jazeera ont diffusé des reportages composés uniquement de vidéos mises en ligne par les Israéliens eux-mêmes. Les images étaient brutes, sans filtre, dévastatrices. Une grand-mère de Rishon LeZion marchant dans ce qui fut son appartement, montrant où se trouvaient les chambres de ses petits-enfants. Un père à Tel Aviv tenant l'ours en peluche ensanglanté de sa fille, retrouvé dans les décombres de leur immeuble. Ces victimes n'étaient plus anonymes dans un conflit lointain. Elles avaient des noms, des visages, des histoires qu'aucune censure ne pouvait effacer. Le moment qui a véritablement brisé la confiance des Israéliens envers leurs dirigeants n'est pas venu d'une frappe, mais de la bouche même de Netanyahou. Au cours d'une interview censée rassurer sur la chaîne 12, des explosions lointaines se rapprochaient. Le Premier ministre, qui projetait depuis des années force et assurance, s'est mis à transpirer visiblement. Ses mains tremblaient sur le bureau. Puis une détonation a secoué le bâtiment, faisant vibrer les caméras. Le visage de Netanyahou s'est vidé de son sang, ses yeux cherchant une issue comme ceux d'un animal pris au piège. L'homme qui avait ordonné la frappe contre l'Iran, qui avait promis de protéger les Israéliens, était terrifié. Et ce qui a suivi a été pire encore. Après une courte interruption, l'interview a repris et Netanyahou s'est lancé dans une tirade sur ses désagréments personnels. Le mariage de son fils, prévu le mois suivant, devrait être repoussé une nouvelle fois. C'était la deuxième fois qu'un conflit chamboulait la fête. Il se plaignait de salles indisponibles, d'invités étrangers annulants, du bazar que cela causait à la vie de famille. Pendant ce temps, des familles israéliennes retiraient leurs proches des décombres. Le contraste était si violent, si décalé, que même l'intervieweur est resté sans voix. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les captures d'écran de Netanyahou parlant organisation de mariage pendant que Tel Aviv brûlait sont devenues le symbole d'un leadership totalement hors sol. Le clip s'est répandu plus vite que n'importe quel censeur ne pouvait le stopper. Les Israéliens qui avaient perdu maison, commerce et proches ont vu leur Premier ministre s'inquiéter des compositions florales et du traiteur.
Des manifestations ont éclaté spontanément à travers le pays. Pas des rassemblements politiques organisés comme Israël en avait l'habitude, mais des foules en colère, brutes, de citoyens à bout. À Tel Aviv, des milliers de personnes se sont réunies malgré les missiles encore menaçants. Leur slogan était simple et direct. Ils exigeaient le départ de Netanyahou et la responsabilité pour la catastrophe qu'il avait provoquée. Au sein même de son gouvernement, le soutien s'est effondré. Des ministres qui avaient soutenu Netanyahou malgré d'innombrables scandales ne pouvaient plus le défendre. Des enregistrements fuités de réunions d'urgence montraient des éclats de voix. Des responsables de la défense accusaient le Premier ministre d'avoir ignoré tous les conseils professionnels. Un général a été entendu déclarant que Netanyahou avait « signé notre arrêt de mort pour une photo ». L'armée, traditionnellement au-dessus de la politique, a montré des fissures. Des officiers supérieurs ont ouvertement questionné les ordres, et des rumeurs circulaient sur des menaces de démission au plus haut niveau. L'évaluation psychologique de Netanyahou à cette période, elle aussi divulguée par un collaborateur inquiet, dressait le portrait d'un homme dans le déni total. Il passait des heures à revoir des vidéos d'interception réussies du dôme de fer lors de conflits passés, persuadé que les échecs actuels n'étaient que des « bugs temporaires ». Des membres du staff le décrivaient oscillant entre rage et délire, affirmant parfois que les vidéos de destruction étaient des « deepfakes » forgés par la propagande iranienne. Son obstination à maintenir le discours officiel de dégâts minimes alors que ses propres bureaux tremblaient sous les impacts montrait un dirigeant complètement déconnecté de la réalité. Le point de rupture s'est matérialisé dans de petits détails révélateurs. Durant un briefing sécuritaire, Netanyahou aurait passé 20 minutes à discuter de la taille de police d'un communiqué pendant que les généraux tentaient d'aborder les bilans de victimes. Il ordonnait à son porte-parole d'insister sur le fait que la riposte d'Israël serait dévastatrice, alors qu'il devenait évident qu'aucune option militaire viable n'existait. L'Iran avait mis leur bluff à nu, et tout le monde le savait. L'image d'homme fort qu'il cultivait depuis des décennies s'effondrait en direct, emportant avec elle les derniers vestiges de la confiance publique. Les planificateurs militaires de Téhéran ont réalisé ce que l'on croyait autrefois impossible, transformer le dôme de fer, atout majeur d'Israël, en son fardeau le plus catastrophique. Le succès ne tenait pas seulement au nombre de missiles lancés, même si cela a compté. Des ingénieurs iraniens avaient passé des années à disséquer chaque démonstration publique, chaque fiche technique que les responsables israéliens exhibaient fièrement. Ils ont décelé une faille critique dans l'algorithme de ciblage. En lançant les missiles selon des schémas précis, ils forçaient le dôme de fer à gaspiller ses intercepteurs sur des leurres pendant que les vraies têtes explosives filtraient. C'était élégant, dévastateur, et entièrement évitable si Israël n'avait pas voulu à tout prix étaler sa supériorité défensive. Le volet psychologique fut peut-être encore plus brillant que l'exploit technique. L'Iran n'a pas visé d'abord les installations militaires ou les bâtiments gouvernementaux, il a frappé les quartiers résidentiels, les zones commerciales, les lieux où les Israéliens ordinaires se croyaient en sécurité. Le message était limpide et terrifiant. Votre gouvernement est incapable de vous protéger, vos milliards dépensés pour la défense ne valent rien, vous êtes aussi vulnérable que n'importe quel civil de Gaza ou du Liban. Chaque explosion enfonçait un peu plus ce message dans le subconscient israélien, faisant voler en éclats la mentalité de forteresse qui tenait la nation debout depuis des décennies. Mais le véritable coup de maître iranien fut la retenue. Après la salve initiale, ils se sont retirés, laissant les ruines parler d'elles-mêmes. Ils n'avaient pas besoin d'anéantir Israël militairement, la victoire stratégique était déjà acquise. La condamnation internationale resta feutrée, puisque c'est Israël qui avait tiré le premier. Des alliés régionaux d'ordinaire favorables se sont tus, et même les États-Unis n'ont offert que des appels tièdes à la désescalade, des deux côtés. L'Iran avait renversé le scénario. Désormais, c'est lui qui montrait de la retenue tandis qu'Israël essuyait les conséquences de son agressivité. Les détails techniques révélés dans les semaines suivantes ont encore sapé le moral israélien. Les missiles iraniens n'employaient aucune technologie révolutionnaire, ils exploitaient simplement des failles toujours présentes, mais ignorées par orgueil. L'algorithme vanté comme capable de suivre des centaines de cibles se laissait berner par certains angles d'approche, et les intercepteurs, si efficaces contre d'anciens engins, peinaient face aux manœuvres de la dernière génération. Chaque impact réussi incarnait des années d'arrogance israélienne et de patience iranienne. Ce qui a vraiment ébranlé les analystes militaires, c'est la précision des frappes. Rien n'était laissé au hasard. Le renseignement iranien avait cartographié les villes israéliennes jusqu'aux immeubles individuels, sachant quels quartiers abritaient des familles de militaires, quels bâtiments possédaient des abris renforcés, quelle zone provoquerait le choc psychologique maximal. La frappe de Petah Tikva qui a tué la survivante de la Shoah n'était pas accidentelle, ils avaient visé un immeuble connu pour ses résidents âgés, conscients de la portée symbolique. Cruel, calculé, terriblement efficace. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, un nouveau voile s'est abattu sur Israël. Le pays qui s'était défini par sa supériorité militaire, qui avait construit toute son identité nationale autour de sa force dans un voisinage hostile, se découvrait soudain nu et exposé. Des parents, qui avaient élevé leurs enfants dans la croyance de l'invincibilité israélienne, peinaient à expliquer pourquoi ils dormaient désormais dans des abris. Le contrat social, conflit permanent contre sécurité garantie, venait de se briser, et aucune propagande gouvernementale ne pouvait le recoller. L'impact économique a été immédiat et dévastateur. La bourse de Tel Aviv s'est effondrée quand les investisseurs ont compris que les grandes villes n'étaient plus des refuges sûrs. Des entreprises internationales ont commencé à déplacer discrètement leurs activités.
Le secteur high-tech, fierté et moteur du pays, a vu une fuite de talents vers des rivages plus sûrs. Les prix de l'immobilier, jadis vertigineux, se sont écroulés. Qui paierait des millions pour un appartement susceptible d'être réduit en gravat de main? Les fondations mêmes de la prospérité israélienne, bâties sur l'hypothèse de la sécurité, se sont effritées aussi vite que les immeubles visés par les missiles iraniens. Mais le changement le plus profond s'est opéré dans la perception qu'avaient les Israéliens d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. Le mythe de l'Israélien invincible, du Maccabée moderne capable de vaincre tout ennemi, est mort cette nuit de juin. À sa place, une prise de conscience brutale, il n'était qu'un pays du Moyen-Orient de plus, aussi vulnérable que ses voisins. Les murs, physiques ou mentaux, n'avaient rien protégé. Ils avaient seulement entretenu une illusion qui a rendu la brèche finale encore plus traumatisante. Les jeunes Israéliens, génération contrainte de vivre avec cette nouvelle réalité, ont commencé à poser des questions dérangeantes. Pourquoi leurs dirigeants avaient-ils provoqué cette attaque? À quoi bon dépenser sans fin pour l'armée si elle ne les protège pas le moment venu? Certains ont osé des parallèles autrefois impensables. Étaient-ils vraiment si différents des Palestiniens déplacés, des Libanais bombardés, des Syriens frappés? Le miroir tendu par l'Iran renvoyait un reflet que beaucoup ne voulaient pas voir, mais qu'ils ne pouvaient plus ignorer. La communauté internationale observait, mêlant stupeur et sentiment d'inéluctable. Les analystes qui, depuis des années, avertissaient des dangers de la surextension israélienne ne tiraient aucune satisfaction à avoir eu raison. L'équilibre régional venait de basculer en une nuit. L'Iran avait prouvé qu'il pouvait frapper Israël à volonté, percer ses défenses et subir de faibles conséquences. Les autres acteurs de la région prenaient note, la dissuasion israélienne ne pesait plus le même poids. Quand l'aube s'est levée sur les villes meurtries, tandis que les familles enterraient leurs morts et que les ingénieurs vérifiaient la stabilité des bâtiments, une vérité s'est imposée, limpide. Le pari de Netanyahou n'avait pas seulement échoué, il avait bouleversé la position d'Israël dans le monde. Le pays qui faisait fleurir le désert et trembler ses ennemis affrontait désormais un avenir incertain. Des citoyens, qui avaient confié leur sécurité à leurs dirigeants, découvraient la leçon la plus dure. Parfois, la plus grande menace ne vient pas de tes ennemis, mais des leaders qui prétendent te protéger. Dans les décombres de Tel Aviv, dans les larmes des familles endeuillées, dans le silence où hurlaient encore les sirènes, cette leçon résonnait avec une clarté dévastatrice. La forteresse est tombée et elle s'est écroulée de l'intérieur.